Ouais. On fait du tourner monté là ou on remonte ensuite derrière? On remonte. Aujourd'hui, il semble bien. La grande page entière. Oui, oui, sur son projet et tout. Avec Bon, merci de nous accorder ces quelques minutes. On va évidemment parler de Molière, comme vous en doutez. Est-ce que vous pourriez tout d'abord me dire d'où vous vient cette passion pour Molière? Je pense que, en voyant des comédiens interpréter du Molière, ça a été mon cas parce que j'avais eu une récompense à l'école Louvois à Paris et je pouvais aller soit voir Luis Mariano dans Le Prince de Madrid au Châtelet, soit la Comédie Française Amphitryon de Molière au Théâtre de Paris. J'ai choisi la Comédie Française parce que c'était beaucoup plus près de chez moi que le Châtelet, puisque j'habitais à côté de la Comédie Française à l'Opéra. Et quand j'ai vu les plus grands acteurs de la Comédie Française, les Hirsch, les Charon, les Piat, les Annie Ducot, les François Chaumette, je les ai vus, Casil et tout, je les ai vus et je me suis dit, mais c'est pas du tout ce que je pensais du métier de comédien. Moi, je voulais être chirurgien et tout d'un coup, en les voyant interpréter du Molière, j'ai compris ce que c'était qu'un acteur. Donc, comprenant ce que c'était qu'un acteur, c'est-à-dire un créateur, exactement comme un peintre ou un musicien, je me suis dit, alors à ce moment-là, ce métier, il m'intéresse parce que j'ai l'impression que dans l'art de ce métier, c'est pas seulement d'apprendre avec sa mémoire et de dire un texte, de le déclamer, comme justement les très mauvais comédiens du XVIIe siècle, épouvantables, et du XVIIIe épouvantable en France et du XIXe épouvantable en France, à part une poignée qui justement se sont révoltés. Ces comédiens faisaient de l'opéra parlé, c'était minable, c'était scandaleux. Et il y a toujours une espèce de dérive, le fleuve de ces comédiens inécoutables, mais épouvantables. Quand on va à l'étranger, on est mais sidéré quelquefois de la différence entre des comédiens qui pratiquent justement comme Molière et ceux qui ont choisi l'autre voie, l'art du comédien, et puis ceux qui sont mais des pitres, d'où le nom de saltimbanque, d'où le nom de comédien comme étant simplement ah, tu sais ton texte, quelle mémoire. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit voilà, on peut être comédien et être un artiste. Vous vous battez pour que Molière entre au Panthéon. Pourquoi, selon vous, il a sa place au Panthéon? Il a sa place au Panthéon parce que c'est le plus grand depuis 4 siècles des combattants politiques. Ça veut dire que sans Molière, il n'y a pas Zola, il n'y a pas Camus, il n'y a pas Hugo. Sans Molière, ils n'existent pas. On a complètement oublié qu'au XVIIe siècle, la France était une dictature religieuse et royaliste et qu'il était interdit de se conduire en France autrement qu'en étant esclave à 80% des 20% qui tenaient le pays et que les règles de ces 20% et qui étaient comme un triangle avec à la base tous ces esclaves, il fallait absolument les suivre. Or, le seul du XVIIe siècle, je pèse mes mots, le seul du XVIIe siècle à s'être révolté et par le moyen de l'art dramatique et de son métier de comédien, c'est Molière. Donc ça veut dire qu'on dit même que le français est la langue de Molière parce que c'est le premier à avoir mis la langue du peuple sur scène. Donc si on enlève Molière d'une bibliothèque française, mais d'une bibliothèque, je ne parle pas d'une bibliothèque théâtrale, je parle d'une bibliothèque où il y a toutes les œuvres françaises, elles s'écroulent. Si on enlève Shakespeare en Angleterre, la bibliothèque s'écroule. Et c'est absolument inadmissible depuis 4 siècles de faire passer Molière comme un auteur de j'ai mal entendu, de comédie, mais c'est se foutre de qui? Ça veut dire que ce ne sont pas des comédies pour rire ou divertissantes. Le rire à l'intérieur des œuvres de Molière qui sont extrêmement dramatiques au contraire, et qui sont sur la vraie vie, qui donnent la vraie voix du peuple, et qui luttent contre tous les abus. Le véritable destin de cette œuvre, c'est d'avoir été la Bible politique de la République française. Donc ça veut dire que les 5 républiques qui viennent de se succéder, ce sont des républiques qui au départ sont nées grâce à Molière. Et je pèse mes mots. Je pèse mes mots. Ça veut dire qu'au XVIIIe siècle, 2 seuls auteurs vont pouvoir se sortir d'un 100 ans
de théâtre, Marivaux et Beaumarchais. Mais pour quelle raison 3 seulement au XVIIe, 2 au XVIIIe? Mais c'est une honte. 2 au XIXe, Musset et Hugo. Mais où est-ce qu'on est? Tout simplement parce que pendant ces 300 ans-là, la censure et l'ordre politique et religieux a totalement emprisonné l'art théâtral français. Et le seul à avoir résisté, c'est Molière. Et donc, les portes du Panthéon, tous ceux qui sont au Panthéon, toutes ces âmes qui sont au Panthéon, quand elles s'ouvriront pour Molière, et j'espère que ce sera le 15 janvier pour justement le 400e anniversaire de sa naissance, mais il n'y en a pas un, il n'y en a pas une au Panthéon qui s'inclinera pas quand Molière entrera au Panthéon. On a fait des procès en ayant l'air de dire qu'on ne pouvait pas faire entrer Molière au Panthéon parce qu'on n'avait pas son corps, puisqu'on l'a jeté à la fosse commune, car on a menti pendant 400 ans en faisant croire qu'il était au Père-Lachaise à côté de la fontaine. Vous imaginez bien que si c'était vraiment le cadavre, les os de Molière, on l'aurait mis dans une seule sépulture. On les a mis à deux, La Fontaine et lui, pour que ce ne soit pas un blasphème de venir prier. Au moins on prie pour un des deux sans savoir que l'autre n'existe pas. On l'a jeté à la fosse commune. Donc on me dit, on a commencé par me dire, il y a des années quand j'ai commencé ce combat, mais non on ne peut pas, il n'y a pas de cadavre. Ah bon? Alors où est le cadavre de Rouget de Lille? Il n'est pas au Panthéon. Où est le cadavre de Aimé Césaire? Il n'est pas au Panthéon, c'est une plaque. Et on continue comme ça. Et Jean Moulin, où se trouve-t-il le cadavre de Jean Moulin? Donc ça veut dire que c'est son œuvre qui doit rentrer au Panthéon. Et l'œuvre, et c'est pour ça que c'est très important, c'est que non seulement elle a fait la gloire de la France, mais en plus, cette œuvre, elle a la particularité d'être moderne. Ça veut dire que contrairement à beaucoup d'auteurs de théâtre, à chaque fois qu'on monte une pièce de Molière et qu'on joue une pièce de Molière, le metteur en scène, les acteurs sont obligés de la recréer. Ça veut dire qu'au lieu de jouer cette pièce comme pour certains auteurs, comme si on était au moment de la création, non, on la joue en 2022, absolument pas comme on l'a joué en 1958, absolument pas comme on l'a joué en 1993, absolument pas comme on l'a joué en 1920. C'est rarissime. C'est rarissime. Ça veut dire que le texte de l'œuvre n'est pas l'œuvre, ça n'est que le L apostrophe. Œuvre, c'est ce que chaque artiste, comédien, décorateur, costumier, éclairagiste, régisseur, ce que chacun fait de cette matière qui est recréée à chaque fois. Francis Hutter, dernière question parce qu'après vous avez des obligations Oui. et je ne voudrais pas vous mettre en retard. Je vais vous montrer une photo d'abord, je vais la montrer à la caméra. Donc voilà, vous regardez pas et je vais vous demander une réaction. Je vais vous montrer une personne et que vous me disiez qu'est-ce qui vous vient à l'esprit. Dieu. C'est-à-dire que ce qui est extraordinaire avec Robert Hossein, nous sommes au concours du conservatoire avec Jacques Weber, on passe le concours tous les deux, Jacques a le prix d'excellence, j'ai les 3 premiers prix, et à la sortie de cet examen de finale, ce concours extraordinaire prestigieux, Robert Hossein nous a proposé à tous les deux de venir à Reims. Lui qui était superstar du cinéma, c'est comme si Tom Cruise tout d'un coup abandonnait le cinéma pour faire une œuvre théâtrale à New York ou à Washington. Robert vient à Reims parce qu'il est très ami avec M. Tétinger. Il est choisi d'une façon pas du tout de pistonner par vraiment l'Assemblée qui décide, à une voix près, que Robert sera évidemment le patron, le loup, puisque c'était son emblème, de cette nouvelle école où il amène François Florent. Et finalement, moi, je suis obligé de trahir Robert, puisque je suis engagé à la Comédie Française. Jacques, qui est aussi engagé à la Comédie Française, refuse de signer. Et d'ailleurs, il aura un procès de la Comédie Française, Weber, et il sera obligé de payer, et il va chez Robert. Et puis, il crée là Crime et Châtiment, notamment, exceptionnelle mise en scène, quelle œuvre. Robert l'avait tourné lui-même avec Jean Gabin, enfin bon, c'était son œuvre de chevet, et les années se passent où c'est absolument exceptionnel, le jardin d'acteurs qu'a fait pousser ici Robert, et Robert revient à la Comédie Française où il met en scène Hernani, et là on se retrouvera aussi dans Crime et Châtiment au Marigny. Je dis Dieu pour Robert tout simplement parce que Robert est né juif,
Et Robert a tout d'un coup décidé de devenir chrétien sur, d'ailleurs, les conseils, les discussions qu'il avait avec Jacques Weber. Et Robert, donc, a été très proche pendant les 20 dernières années de son parcours avec cette lumière qu'il avait en lui tout d'un coup. Et c'est un homme qui, sous les aspects, sous ces aspects-là, qui étaient ceux d'un russe totalement à l'image des Slaves, emporté, et d'une pièce, il a vraiment eu 20 ans, ces 20 dernières années, un parcours humain éblouissant. Et je pense qu'il restera effectivement, comme Louis Jouvet, comme l'un des plus grands noms du XXe siècle. Francis Huster, face au lecteur de l'Union, c'est à retrouver dans votre journal de dimanche.